Bonjour et merci d'être avec nous pour Campus, l'émission de l'Université de Namur. D'ici quelques instants, vous allez découvrir comment, au sein de l'université, on met en œuvre des pédagogies innovantes, voire carrément étonnantes. Exemple aujourd'hui avec l'impro théâtrale en faculté d'informatique. En deuxième partie d'émission, nous partirons à la rencontre d'un homme que l'on connaît bien en province de Namur, c'est le gouverneur Denis Maten. Mais avant de faire la carrière politique que l'on sait, Denis Maten était étudiant aux facultés. Et puis, comme à l'habitude, nous irons faire un tour du côté de la FUCID, l'ONG des facultés, où il sera notamment question aujourd'hui de spéculation boursière sur les denrées alimentaires. Quand on pense informatique, on imagine des métiers techniques. Mais on se rend compte aujourd'hui que cette technicité ne suffit plus. Un informaticien doit pouvoir analyser, programmer, bien sûr, mais il doit aussi pouvoir être à l'écoute des besoins de ses clients. Il doit de temps en temps lever le nez de sa machine pour développer des aptitudes humaines, relationnelles. Tout cela n'est pas toujours très évident et c'est ce qui a poussé un jeune chercheur en informatique à l'Université de Namur à développer une pédagogie tout à fait innovante basée sur l'impro, l'improvisation théâtrale au service des futurs informaticiens. À l'université de Namur, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. À la faculté d'informatique, il arrive que des chercheurs viennent perturber les cours avec de l'improvisation théâtrale. Ce qui nous incite à travailler sur le collaboratif, c'est un changement de modèle économique qu'on peut percevoir maintenant, qui est en train d'émerger. On passe d'un modèle économique classique, basé sur la compétitivité, l'individualisme, le repli sur soi, à un nouveau modèle qui lui est basé sur la collaboration, où la créativité est cruciale. Alors en tant qu'enseignant, ce qui m'intéresse, c'est de former la nouvelle génération à la maîtrise de ces outils de communication participative, créative et multidisciplinaire qui accompagnent cette révolution. On veut donner les moyens aux étudiants d'innover, de créer dans les nouvelles applications technologiques de demain. Donc bienvenue à tous, bienvenue au cours d'ingénierie des exigences. Un cours un petit peu particulier puisque... Le cours d'ingénierie des exigences est donné depuis 3 ans en mode projet. Il invite des étudiants d'informatique et de gestion à concevoir une application pour résoudre une problématique de société. Elle est formulée par un ou plusieurs clients du monde réel. Si nous voulions avoir une politique qui soit intéressante... Tout d'abord, le client est invité à exposer sa problématique de manière très large. Cette année, c'est le directeur des ressources humaines de l'Université de Namur qui joue le jeu. Il parle aux étudiants de la mobilité dans l'institution, ce qui va leur permettre d'imaginer comment l'informatique peut améliorer cette mobilité. Mais quand vous avez un horaire qui est fixe, en disant tout le monde commence entre 8h, 8h30 et tout le monde va partir entre 17h et 17h30, mais là, il y a de la marge, c'est possible. Les étudiants sont donc directement aux prises avec la réalité. Comment est-ce que vous percevez ces informations? Grâce à la bonne volonté de certains acteurs de terrain qui acceptent de jouer le jeu. Pourquoi la voiture? Pour plusieurs raisons. Parce que j'avais des enfants à emmener avec moi, parce qu'il y a peu de bus. Il y a juste un bus le matin, un bus le midi. Un jeu qui peut leur être profitable grâce à la créativité des étudiants. C'est vrai qu'il y a ce paradoxe où on pense, oui voilà, l'informatique c'est un métier hyper technique et on oublie les côtés humains qui sont vraiment fondamentaux, les côtés humains qui sont notamment ceux de la gestion de projet, ceux de l'ingénierie des exigences, comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avant de le faire. C'est aussi un métier de l'informaticien. Sur le campus, lors de la journée des entreprises, des futurs employeurs viennent rencontrer les étudiants. Nous leur avons demandé ce qu'ils recherchaient. Il ne suffit pas d'avoir le diplôme, c'est fondamental d'avoir des gens qui soient bien dans leur peau, qui soient capables donc de travailler en équipe,
Il ne faut pas que ce soit des grosses têtes et qu'ils sont incapables de travailler en société. Le but est de juger les compétences soft skills, donc vraiment pas techniques, qui sont l'aspect négociation, l'aspect rentrer rapidement dans une relation de confiance avec un client, être à l'écoute, apporter de la valeur ajoutée, chercher à vraiment vouloir arriver à une situation win-win, gagnant-gagnant, avoir l'empathie pour le client. Donc on cherche vraiment des soft skills, on ne cherche pas des skills techniques. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché du travail, on ne cherche pas des gens qui sachent juste programmer ou des gens qui connaissent juste des techniques d'analyse. C'est des gens qui ont besoin d'aptitudes interpersonnelles fortes, qui ont besoin en effet de pouvoir être innovants, créatifs. Donc ne fût-ce que d'ouvrir les yeux là-dessus, dire attention, dans le monde du travail, il n'y a pas que vos techniques, il y a tout le reste aussi. Quand vous avez un client qui demande « je veux un système qui soit tout petit dans ma poche » et un autre qui dit « je veux un système qui soit super simple d'utilisation avec des gros boutons », ben là vous avez un conflit. Comment vous faites? Si vous le laissez le plus important gagner, ou on va sur du compromis, on va sur de la négociation, qui est beaucoup aujourd'hui dans l'ère du... Enfin, qui est ce qui se passe aujourd'hui, alors que nous, ce qu'on veut, c'est faire plutôt du consensus, les faire s'écouter, se comprendre l'un à l'autre et faire trouver une solution miracle pour que tout à coup ça reste petit, mais ce soit en plus facile d'utilisation. Et là, on a gagné. C'est intéressant, hein, dans la conversation, on entend parfois « Ah, mais c'est dur à réaliser, ça c'est pas réalisable ». En fait, quand on n'y est pas préparé, c'est pas facile, c'est pas évident de collaborer de manière créative. C'est pas mal non plus de faire une figure de rappel aux gens, on leur a dit à l'embauche leur avantage, et que maintenant ça Et alors on imagine que cet espace c'est un peu un espèce de plateau qui est en équilibre, là sur une espèce de point milieu. D'accord, je vois, je suis à fond, assertif, ok, c'est bon, super, ça bouge, c'est bien, et vitesse 3. 9. L'impro offre toute une série d'exercices qui permettent d'intégrer les mécanismes de la créativité collaborative. Depuis de longues années, les formateurs inventent des jeux à cet effet. Ils n'envisagent pas d'autre pédagogie que l'apprentissage par l'action. Les chercheurs réutilisent directement ces principes dans le milieu du développement informatique. Donc ceci, par exemple, c'est un jeu qui s'appelle La bouteille ivre et qui parle de la confiance. La confiance, bien sûr, c'est un élément crucial d'une équipe créative. Et toute la question, c'est de savoir comment moi je me situe par rapport à la confiance dans un groupe. Vous voyez certainement la différence. L'impro, en quelques mots, les étudiants, ça leur fait un effet bœuf. Il y a clairement une différence entre l'avant et l'après. Après la première séance d'impro, on voit clairement un changement d'attitude. Les étudiants sont beaucoup plus prédisposés à collaborer. Ils interagissent avec leurs coéquipiers de manière beaucoup plus constructive, de manière beaucoup plus positive. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, mais toujours quelques ajustements à faire, mais on voit clairement la différence. Et on a ce même genre de feedback quand on fait de l'impro en entreprise. Il y a toujours une amélioration très notable après les séances d'impro. Comme vous le savez, dans cette émission, on vous présente de temps à autre des portraits d'anciens étudiants de l'université de Namur, des gens que vous connaissez parce qu'ils font une belle carrière et que l'on parle donc régulièrement d'eux. C'est le cas de Denis Maten, le gouverneur de la province de Namur depuis 2007. Avant de se lancer dans la vie politique, Denis Maten a étudié le droit aux facultés, comme on disait à l'époque, et c'est ce qu'il évoque notamment dans ce portrait signé par 3 étudiants en journalisme, Louis Rocchini, Kevin Lerat et Gauthier Vincent. Au cœur de Namur, derrière les portes du palais provincial, travaille un ancien étudiant namurois. Nommé gouverneur en 2007 à seulement 41 ans, Denis Maten conserve encore d'excellents liens avec l'université de Namur où il a étudié le droit pendant 2 ans.
J'ai fait le droit aux facultés et puis à Louvain ensuite. Je pense que ce sont des études qui sont surtout des études d'ouverture, mais qui m'ont appris aussi une certaine rigueur en matière de lecture de textes. Après ces années d'études, il se lance dans un parcours politique à tous les niveaux. Il sera respectivement conseiller CPAS, communal puis provincial. En 2000, il occupe la fonction d'échevin en charge des finances, de l'informatique et du personnel à la ville de Namur. En 2004, il devient aussi député de la communauté française et du Parlement régional. Enfin, c'est en 2007 qu'il acceptera de prêter serment pour le poste de gouverneur de la province de Namur. Ouvert et disponible, Denis Maten assure à présent de nombreuses fonctions. Des fonctions de plusieurs natures, des fonctions administratives très importantes, liées de manière très générale, pour faire bref, au domaine de la sécurité. C'est globalement les fonctions fédérales que j'exerce. Des fonctions administratives toujours en matière de tutelle et de contrôle, sur les CPAS, sur les fabriques d'églises, aussi sur les zones de police, où nous avons une double tutelle, une tutelle fédérale et une tutelle régionale. Une fonction de participation à toute une série de réunions internes à la province, que ce soit le collège provincial toutes les semaines ou le conseil provincial en moyenne une fois par mois, avec là aussi une mission de contrôle, mais également de conseil. Et puis des missions assez importantes en matière de protocole, d'accueil et de relations extérieures de la province. J'accueille des ambassadeurs, j'accueille les membres de la famille royale et je participe à ce titre à toute une série de rencontres, d'événements ou de visites. Ces rencontres permettent de créer des relations de coopération internationale dans un esprit d'ouverture et de culture, réservant parfois quelques surprises. Les cadeaux originaux, on a parfois des produits spécifiques, du vin, de l'alcool. J'ai eu une fois une caisse d'ananas de l'ambassadeur du Togo. J'ai reçu une fois une noix de coco très spéciale qui a un peu les formes d'une certaine partie de notre anatomie venant de ministre des Seychelles. Et donc voilà, c'est parfois des petits clins d'œil comme cela, mais qui sont toujours très très sympathiques. Autre facette de la fonction, la proximité et le contact avec chaque commune de la province. Le gouverneur n'hésite pas à se déplacer et à s'impliquer dans de nombreux projets. C'est important pour rappeler qu'en tant que gouverneur de la province, je suis namurois de la ville de Namur, mais je suis aussi le gouverneur de l'ensemble de la province. Et donc je ne dois pas non plus être uniquement dans les activités, les manifestations ou les inaugurations qui se passent dans la ville de Namur, mais aussi aux quatre coins de la province. C'est le cas aujourd'hui à Serfontaine, dans l'arrondissement de Philippeville, pour une matière qui en plus et en outre est dans mes compétences directes, à savoir l'organisation des services d'incendie. En dehors de ses activités dans la ville et dans les communes, le gouverneur s'investit aussi dans l'éducation par des contacts réguliers avec l'université. La ville de Namur a la grande chance d'avoir une université en son centre, en son cœur. Ce n'est pas une grande université, mais c'est une université d'une taille déjà appréciable, très dynamique, avec une histoire, avec une reconnaissance internationale et avec une excellence. Et donc l'ensemble des contacts que j'ai avec l'université s'inscrivent dans la volonté de promotionner Namur et sa province, dans des démarches qu'on peut appeler de lobbying. À ses débuts en tant que gouverneur, des détracteurs critiquaient son jeune âge et son manque d'expérience. À l'époque, il y avait parfois un petit air dubitatif chez mes interlocuteurs qui se disaient que j'avais peut-être pas les épaules suffisantes ou que j'avais peut-être pas le passé et le réseau suffisant qu'on attendait d'un gouverneur de province pour mener à bien sa mission. Je pense avoir fait la preuve aujourd'hui que ce réseau et ces contacts, je les ai noués et tissés. Proximité, sécurité, contact. Tel est le travail que cet homme effectue avec enthousiasme au quotidien. Je pense que la fonction est une belle fonction qu'on connaît peu. Je n'arrête pas de le dire, on a l'image du gouverneur qui coupe des rubans et qui trinque à des réceptions. Il y a ça aussi, mais il y a beaucoup d'autres choses. Avec tous ces aspects, le métier de gouverneur réserve encore à Denis Maten de belles surprises pour les années à venir. Rendez-vous à présent avec la FUCID, le Forum universitaire pour la coopération internationale au développement. La FUCID organise régulièrement des conférences sur le campus et dernièrement, il y était question de spéculation boursière sur les produits alimentaires. Alors qu'1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde, les banques continuent à proposer des produits d'investissement sur les denrées alimentaires, comme le blé,
le riz ou le maïs. Cette spéculation a des conséquences dramatiques, tant pour les petits agriculteurs que pour les consommateurs. À cause de ces paris boursiers, les prix alimentaires sont volatiles et ne cessent d'augmenter, menaçant le droit à l'alimentation des plus pauvres et l'avenir de l'agriculture familiale. Dans les années 80, sous la pression de nombreux lobbies, il y a donc des nouveaux acteurs financiers, purement financiers, qui sont apparus sur les marchés agricoles. Et donc ces personnes parient sur des toutes grosses quantités, parce qu'ils ont souvent beaucoup de ressources, donc on parle de volumes énormes, pour se faire de l'argent, quoi. Il y a vraiment, et ce sont des marchés, les marchés agricoles sont connus pour être très rentables. Je prends un exemple, un spéculateur qui serait traditionnel, une spéculation de base, c'est un spéculateur qui est lié au secteur agroalimentaire. Donc je suis un marchand de céréales, j'achète une quantité à un petit producteur de céréales et je vais le revendre au meunier. Je suis un spéculateur traditionnel. Je suis lié au secteur agroalimentaire et l'achat que je fais et la vente sont tout à fait dans un processus naturel. Je joue un rôle d'interface. Là où ça devient problématique, c'est je suis une banque, j'achète des volumes beaucoup plus importants que mon petit spéculateur traditionnel. J'achète peut-être 100 000 tonnes de blé sur une journée. Et je l'achète sur un marché à terme, donc je m'engage à l'acheter peut-être sur une échéance d'1 an. Et d'ici cette échéance, je vais revendre et racheter, et revendre et racheter. Et je crée une demande complètement artificielle parce que je n'ai aucun intérêt de réceptionner cette quantité de blé. Et donc cette demande artificielle fait monter les prix, et quand les prix sont au plus haut, alors je vais revendre massivement tous les titres que j'ai pu acheter. Là, c'est la spéculation que SOS-FA dénonce dans sa campagne « On ne joue pas avec la nourriture ». La première conséquence, et c'est ce qui est vraiment dénoncé dans cette campagne, c'est que cette volatilité des prix ne permet plus du tout de prévoir le marché, de prévoir les revenus. Donc moi, en tant que producteur, que ce soit producteur belge ou producteur africain, je ne peux pas savoir sur quel revenu je vais pouvoir compter. C'était ça en fait, l'intérêt des marchés à terme, c'était de pouvoir assurer un revenu à un producteur. Et ici, le problème, c'est qu'on spécule sur des trop grosses quantités à cause de l'arrivée de ces nouveaux acteurs financiers sur les marchés agricoles. Et ça crée une volatilité des prix qui est telle que le producteur ne pourra plus prévoir ses revenus et donc les investissements qu'il doit faire par rapport à son activité agricole. Alors en termes de mobilisation, il y a 2 choses. Il y a le travail que peut faire la société civile, des ONG comme SOS-FA et d'autres, entrent régulièrement en négociation avec les décideurs économiques et politiques. Politiques pour changer le cadre législatif et faire en sorte que ces acteurs financiers se voient interdire l'accès au marché agricole, ou tout du moins qu'on limite leur position. Donc ça, c'est le travail qu'on essaye de faire au niveau politique. Au niveau économique, on est aussi en négociation régulière avec les banques, mais pour essayer justement de les dissuader d'investir sur ces produits qui spéculent sur les matières premières. Et puis en tant que citoyen, c'est aussi peut-être soutenir la campagne pour pouvoir interpeller directement sa banque. Autre sujet évoqué tout récemment à la FUCID, le 40e anniversaire du coup d'État mené au Chili par le général Pinochet. C'était le 11 septembre 1973, le début d'une dictature qui va durer plus de 15 ans. Et 40 ans plus tard, le Chili n'en finit pas de panser ses plaies. « 3 000 disparus, 30 000 torturés, 500 000 exilés. Que reste-t-il de la dictature du général Pinochet ? 40 ans après le coup d'État du 11 septembre, dont 17 ans de dictature néolibérale, le pays continue de panser ses plaies. L'esprit d'Allende, président éliminé, semble plus présent que jamais. François Reman, journaliste indépendant belgo-chilien et ancien de la FUCID, a rencontré les étudiants. Alors en 1970, Salvador Allende arrive au pouvoir, porté et soutenu par une grande coalition de centre-gauche qui regroupe le Parti communiste, le Parti socialiste, la gauche chrétienne et d'autres petits partis. Cette grande union de la gauche va tenter de mettre en place des réformes sociales extrêmement importantes pour changer, si vous voulez, les règles du jeu du pays et déboucher sur une société beaucoup plus juste, égalitaire, solidaire. C'est un programme de gauche
d'inspiration marxiste qui vise à transformer, à modifier les règles qui étaient en vigueur auparavant. Alors, le 11 septembre 1973 a lieu un coup d'État militaire organisé par Augusto Pinochet et d'autres généraux. Il s'agit d'un coup d'État militaire qui débouchera sur une dictature militaire de plus de 17 ans et l'instauration d'un terrorisme d'État qui conduira à la violation massive des droits de l'homme. Alors il faut savoir que la dictature militaire n'a pas simplement mis fin à l'expérience politique de gauche de Salvador Allende, mais a aussi élaboré un nouveau modèle socio-économique pour la société chilienne. Donc on va assister à une véritable révolution néolibérale dès les années 70, qui signifie la dérégulation et la privatisation de secteurs entiers de l'économie du pays. Ce nouveau modèle socio-économique va être coulé dans une constitution qui va être approuvée lors d'un référendum frauduleux en 1980. Et cette constitution est toujours en vigueur pour l'instant. Alors on assiste depuis 2010 à un réveil de la société civile chilienne. Il faut savoir que pendant 20 ans, donc les 20 ans qui ont suivi la fin de la dictature, donc le retour de la démocratie, alors que ça s'agitait un petit peu partout en Amérique latine, au Chili, la société civile était plutôt léthargique et endormie, sans doute marquée encore par l'héritage violent de la dictature. Et on observe effectivement depuis 2010 l'émergence, le réveil de cette société civile, et l'acteur principal de ce réveil, ce sont les étudiants qui viennent avec des revendications politiques pour que le modèle éducatif chilien qui était imposé pendant la dictature militaire, qui est basé sur la libéralisation et la privatisation de l'éducation, soit modifié structurellement. Des élections présidentielles vont avoir lieu. Il est probable que Michelle Bachelet, la candidate de la gauche, soit réélue. Alors, elle vient avec un programme social assez audacieux. Elle parle d'une nouvelle constitution, donc pour sortir de celle de Pinochet. Elle parle de réforme fiscale, elle parle de gratuité de l'enseignement, elle parle d'un meilleur système de santé. Et donc, elle a mis à son agenda toute une série de réformes sociales. Il faut voir maintenant comment elle va pouvoir les appliquer, car les résistances sont fortes, surtout du côté des partis de droite, et voir aussi comment elle va pouvoir gérer sa coalition. À l'agenda des prochaines semaines, il faut noter, dans le cadre des grandes conférences namuroises, un rendez-vous avec Jean-Claude Guibaud. Écrivain, journaliste, il a été pendant de longues années préposé aux catastrophes, notamment pour le journal Le Monde, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient. Mais avoir vu le malheur sur le terrain l'amène aujourd'hui à refuser la désespérance du monde contemporain. Jean-Claude Guibaud propose donc une conférence sur le thème « Comment retrouver l'espérance ». C'est le mardi 12 novembre à 20h15 à l'auditoire Pedro Arrupe. Autre conférence organisée cette fois par l'UTAN, l'université du 3e âge de Namur. Le 13 novembre, l'UTAN reçoit Étienne de Calatayud, chief économiste à la Banque de Grove et chargé de cours à l'université de Namur. Il tentera de répondre à la question « Quelle stratégie pour sortir de la crise en Europe ?» À signaler également, le 11 décembre, toujours dans le cadre de l'UTAN, une réflexion sur la place des cours de religion à l'école. C'est une question sensible. Faut-il proposer plusieurs cours selon les confessions ou mettre en place un enseignement neutre du fait religieux dans sa diversité? La question sera posée par le professeur André Faution. Et puis, je vous rappelle que les conférences de la FUCID, dont on a parlé dans cette émission, ces conférences du jeudi midi sont ouvertes à tous. Vous trouverez le programme complet des sujets sur fucid.be. Et je vous recommande aussi d'aller faire un petit tour sur la page web de l'université unamur.be. Voilà, c'est ici que s'achève cette émission. Mille merci d'avoir passé cette petite demi-heure en notre compagnie. À très bientôt.